Nous allons commencer. Je vous remercie tout d'abord d'être venus aussi nombreux. Je voudrais tout d'abord excuser Jean-Claude Giraud, qui est le président de l'Association française du GNV, qui avait prévu de faire l'introduction de cette table ronde et qui malheureusement a été obligé de se rendre aux Assises nationales de la mobilité qui démarrent aujourd'hui. Alors on est très content qu'il y ait des Assises de la mobilité. Le problème, c'est qu'on a été prévenu il y a une semaine et donc c'est difficile à intégrer dans les agendas. Voilà, et je crois qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Bien, donc je vais faire monter maintenant les intervenants à la table ronde. Donc je vais commencer par Émilie Coquin du CFBP qui nous dira ce que c'est, le CFBP pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, Vincent Rousseau, de GRT Gaz. Véronique Bell, de GRDF. Jean-Philippe Mazet, qui a plusieurs casquettes, mais là, qui vient avec sa casquette de la Fédération du commerce et de la distribution. Il nous expliquera également quelle est cette organisation. Et puis enfin, Philippe Billan, du réseau de transporteurs voyageurs Réunir. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais, mets-toi là. Voilà, alors, donc nous allons commencer cette table ronde. Alors, nous allons procéder par des jeux de questions qu'on va poser à chacun des intervenants. Si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas, hein, on le fera en direct, si vous avez des questions. Voilà, on ne va pas réserver un temps de questions à la fin. Enfin, bon, comme ça, ça y est, ça sera beaucoup plus vivant. Donc, je propose qu'on commence cette table ronde sur le développement du GNV par une présentation du CFBP. Qu'est-ce que c'est que le CFBP, Émilie ? Donc le CFBP est l'association professionnelle qui représente la filière de la distribution du butane et du propane et du GPL en tant que solution de mobilité. Elle représente ses adhérents Targas Finagaz, Primagaz et Butagaz sur le territoire français. Très bien. Et donc le CFBP s'occupe également du GPL carburant. Donc ça, on en entend parler depuis des années. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur la situation actuelle de ce carburant? Alors, dans le monde, il y a à peu près 25 millions de véhicules qui roulent au GPL. En Europe, on est à 7,5 millions de véhicules. Le nombre d'immatriculations a augmenté de 40% au cours de ces 5 dernières années. Donc c'est une solution qui est en forte croissance et qui est de plus en plus choisie par les pouvoirs publics nationaux et locaux pour lutter contre les émissions de CO2 et contre la pollution locale. Pourquoi ? Parce que c'est une solution qui est déjà éprouvée et qui ne nécessite pas de gros investissements publics pour la développer. Depuis l'année dernière, en Europe, il y a également eu plus de 23% de véhicules GPL qui ont été immatriculés au sein de l'Union européenne. Et en Italie, c'est plus de 100 000 véhicules. En France, la situation est différente. La filière a beaucoup d'atouts, comme vous le savez. En tant que solution gaz, le GPL a des atouts environnementaux, mais également de disponibilité sur tous les territoires et d'accessibilité, aussi bien à l'achat qu'à l'usage. Ceci étant, elle fait face en fait à un double enjeu. La mobilité durable n'est pas uniquement une question de développer des nouvelles technologies, c'est aussi une question de rendre la mobilité durable accessible à tous. Pour ça, les GPL a des atouts. Encore une fois, c'est une solution qui est accessible à tous à l'achat. Un véhicule GPL est moins cher qu'un véhicule diesel. Elle a aussi des incitations qui sont fournies par l'État avec une carte grise qui est gratuite dans la plupart des régions de France, mais également à l'usage, puisque rouler au GPL permet d'économiser 25% de budget par rapport à son modèle essence.
Elle a aussi, c'est aussi une solution qui est accessible partout avec un réseau de 1750 stations sur l'ensemble du territoire. Ceci étant, elle reste très peu développée parce que en tant que solution gaz, elle a souffert en fait du manque de visibilité aux côtés d'autres énergies alternatives, ce qui a fait que ça a limité l'offre, même si la demande est là. Donc des constructeurs se mobilisent en faveur des solutions GPL. Le directeur commercial de Dacia notamment vient de réitérer justement les atouts écologiques des solutions GPL auprès des médias. Dacia vient de recommercialiser l'ensemble de sa gamme de véhicules au GPL. Fiat développe aussi une offre actuellement et fait un véhicule GPL au prix d'un véhicule essence. Ceci étant, il manque encore un signal fort de la part des pouvoirs publics pour mieux faire connaître cette solution. Il ne s'agit pas simplement en fait d'avoir un bonus ou une incitation financière, mais simplement de rappeler que dans toutes les solutions alternatives, les solutions gaz sont là, dont le GPL. Surtout que la filière GPL a un certain nombre d'atouts. Encore une fois, c'est un système économique éprouvé. Il y a un réseau de stations-service disponible sur l'ensemble du territoire. Donc à l'heure où on se pose justement la question du développement des infrastructures de recharge des carburants alternatifs, la solution GPL est l'une des solutions qui est immédiatement disponible pour participer à cette sortie du diesel et aux objectifs de transition énergétique. D'accord. Alors quand tu parles de signaux des pouvoirs publics, tu penses à quoi ? Alors pour le coup, celle que vient d'annoncer l'État sur la prime à la conversion est un très bon signal. Même si pour le coup, elle ne cible pas directement les solutions gaz, on voit qu'elle met en avant des solutions qui sont moins polluantes, puisqu'elle permet justement à tous les Français, et puis non simplement à une catégorie de Français, de pouvoir choisir une solution qui est moins polluante en choisissant un véhicule critère 0, 1 ou 2. Quand on sait qu'un véhicule gaz GPL ou GNV est un véhicule classé critère 1, y compris pour les véhicules d'avant 97, cela pourrait être justement un très bon signal pour permettre aux automobilistes de choisir un véhicule gaz, c'est-à-dire de rouler plus économique et de polluer moins. Très bien, merci pour ces précisions, Émilie. Nous reviendrons tout à l'heure sur le GPL et notamment sur les atouts environnementaux pour en savoir un petit peu plus, parce que je crois que le CFBP a réalisé des études, donc on y viendra. Alors, on a un absent aujourd'hui dans la salle et il s'excuse vraiment, c'est le secrétaire général de l'association européenne du GNV, donc c'est notre cousin européen, qui est retenu à Bruxelles pour des bonnes raisons, puisqu'il va assister à la remise de diplôme d'un de ses enfants. Donc c'est quelque chose d'important. Quand on est parent, on est tous passés par là. Et donc on l'excuse. Et j'ai demandé à Vincent Rousseau donc de nous faire un petit point sur ce qui se passe en Europe. Alors je voudrais d'abord présenter Vincent. Donc il est directeur de la mobilité gaz chez GRT Gaz. Il a également des activités importante au sein de l'association, puisqu'il préside la commission Affaires publiques, qui a pour mission de rédiger les positions communes de la filière, c'est-à-dire de l'ensemble de nos adhérents, parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord sur ce qu'il faut soutenir au sein de notre filière. Donc le travail de Vincent, c'est d'organiser cette concertation et d'aboutir ensuite à un consensus. Voilà. Et Vincent est aussi membre du board de NGVA Europe. Donc à ce titre-là, je vais lui demander où en est la situation en Europe sur le développement du GNV et notamment à travers la mise en œuvre de la directive carburant alternatif. Oui, merci Gilles. Alors je ne suis pas tout seul au bord d'un GRDF également dans l'association, donc Véronique me reprendra si elle veut compléter. Donc j'ai fait le point hier avec Andrea, effectivement, qui s'excuse de ne pas être là, donc je vais essayer de refléter fidèlement ce qui se passe au niveau européen sur le GNV. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, on assiste à deux marchés un peu différents du GNV. Entre d'une part, les pays qui ont un historique GNV qui a, on va dire, réussi ou moyennement réussi, et la France n'est pas dedans. Alors ça, c'est pas ma slide, ça sera pour plus tard, quoique ça peut illustrer un peu mes propos. Donc vous prenez l'Italie, l'Allemagne, qui ont un réseau de stations de longue date, résolument tourné vers les véhicules légers.
et voilà, des initiatives qui ont été prises il y a quelques dizaines d'années et qui aujourd'hui essaient de reprendre le développement du GNV pour ce segment-là. Voilà. Donc là, évidemment, vous avez un premier pool de pays. Après, vous avez d'autres pays, et France en tête, où là, le GNV se développe non pas pour les véhicules légers, mais pour les véhicules lourds. Et à ce titre-là, la France, aujourd'hui, on en reparlera, je pense, abondamment dans cette table ronde, est le pays qui a la dynamique la plus importante en Europe sur le développement du gaz pour les poids lourds. Avec quasiment la moitié des poids lourds vendus en Europe sont vendus en France actuellement. Donc ça, c'est quand même assez notable. Donc NGVA déjà doit composer, donc National Gas Association, National Gas Vehicle Association, pardon, doit composer avec ces deux dynamiques, sachant que évidemment NGVA donc a 150 membres, avec les constructeurs qui sont assez bien représentés, donc ils sont quasiment tous adhérents pour les poids lourds. Pour les véhicules légers, vous avez quand même des poids lourds au sens figuré du terme, excusez-moi, mais Volkswagen et Fiat qui ont toujours eu une démarche GNV et qui aujourd'hui essaient de la relancer dans un contexte un peu compliqué et difficile. Enfin, vous voyez comme moi, on parle d'électrique, donc le gaz essaie de se faire une place aussi sur ce segment-là. Et le gaz au sens large, hein, Émilie. Au sens large, tout à fait. Même si NGVA, c'est plutôt pour le GNV, mais j'appelle à son association de son côté. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un calendrier européen en termes de réglementation, donc un Mobility Package qui a été lancé précisément le 31 mai dernier et qui doit réviser des textes, des règlements et des directives propres au transport en Europe. Et parmi ces textes, le premier texte qui est sous les feux de la rampe, c'est plutôt un texte qui encadre la construction pour les véhicules automobiles, donc inférieurs à 3,5 tonnes, avec un premier projet qui arrivera en novembre. Pour les poids lourds, donc juste un petit aparté, ce texte-là, on le connaît tous, plus ou moins, c'est ce texte-là qui impose aux constructeurs de respecter une émission de CO2 maximum, enfin il y a un objectif, sous peine, s'il y a dépassement, de payer des pénalités. Donc on entend souvent parler, surtout pendant le mondial de Francfort, de 95 grammes de CO2 par kilomètre et par pays et par constructeur. Donc ça, c'est un objectif 2020. Donc tous les constructeurs, aujourd'hui en tout cas, ont cette cible-là, et s'ils dépassent, ils sont soumis à une pénalité. Et aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui donne la route au-delà de 2020. Et donc aujourd'hui, évidemment, il y a tout un tas de débats. Et NGVA essaie de s'introduire dans ces débats très bruxellois, finalement, pour faire en sorte que le gaz puisse être une solution pertinente dans le cadre de ces objectifs CO2. Pour les poids lourds, il n'y a pas d'objectif de CO2, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais il y a un texte qui est en préparation qui arrivera en novembre 2018, qui encadrera aussi les émissions de CO2 pour les poids lourds. Et évidemment, l'enjeu, c'est que ce qui passera pour la réglementation CO2 pour les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes puisse donner aussi le ton pour la première réglementation qui arrivera pour les poids lourds un an plus tard. Voilà, même si les choses seront différentes. Donc NGVA est très actif sur ce segment-là, et pour les poids lourds également, mais il y a un peu plus de temps. Voilà. Donc ce que je retiens, c'est que le GNV, c'est un sujet qui se développe en Europe et que la France est vraiment à la tête de ce développement sur le secteur des poids lourds. Exactement. D'ailleurs, on fait un peu ovni quand on va à NGVA. Effectivement, la France est reconnue. Comment vous faites pour développer les poids lourds alors qu'évidemment, les Italiens et autres Allemands, ils sont tous sur d'autres créneaux. C'est peut-être lié au fait que... Alors, l'Italie arrive. Hein. L'Italie, on parle beaucoup de l'Italie pour les véhicules légers, mais il y a la dynamique gaz pour les poids lourds, elle est également à l'œuvre. Et en Allemagne, aujourd'hui, c'est un peu le statu quo. Alors peut-être parce que les constructeurs allemands proposent pas encore d'offres gaz de façon aussi volontariste. Et en France, on bénéficie effectivement. Il y a Renault Trucks, il y a Iveco qui ont des offres gaz, donc on bénéficie de cette dynamique-là. Bien. Voilà. Et puis après, il y a évidemment tous les... Merci Vincent. On pourra y revenir s'il y a des questions. Hein, n'hésitez pas à vous lever la main. Oui, une question. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros. Oui. C'était pas une obligation non plus de poser des questions, Georges. Hein. Georges Bouchard, délégué général de l'AFG. Il n'y a pas de pays plus intelligent, plus bête que les autres. Donc comment expliquer le fait qu'il y a des pays où c'est plutôt les voitures et des pays plutôt les poids lourds comme nous? Mon analyse, c'est que les pays où
où il y a tout un jeu en fait qui essaie de développer le gaz pour les véhicules légers. Il n'y a pas de mystère, quoi. C'est qu'il y a un constructeur national qui, à un moment donné, a investi dans cette solution. Donc, vous prenez l'Italie, Fiat, c'est une notoriété publique, hein, une offre GNV assez développée. Volkswagen s'y est mis un peu plus tard, mais il y a une dizaine d'années, il a fait une première percée, et puis après, maintenant, il essaie de redévelopper le GNV. En France, tant qu'il n'y aura pas un Renault ou un Peugeot qui décidera à faire du gaz, on n'aura pas ce qu'on a pu observer en Italie ou en Allemagne, voilà, tout simplement. Et après, le paradoxe, c'est que finalement, il y a des pays qui n'ont pas de constructeurs nationaux. Je pense notamment à la Belgique, à la Suisse, où là, pour le coup, il y a une très bonne dynamique sur le gaz pour les véhicules légers. Donc, ça peut être une malédiction d'avoir un constructeur national s'il n'a pas décidé de parier sur votre énergie. Bien, il faut qu'on avance, surtout que tu vas garder la main. Non, tu dois nous parler maintenant en fait, de ce qui se passe en France, plus précisément. Alors, tu nous as expliqué. Donc, si on peut repasser la diapositive avec la carte des stations, puisqu'on est leader sur le déploiement des stations. Si tu peux nous en dire deux mots. Plus particulièrement sur le réseau, parce que nous, côté GRTGaz, c'est vrai qu'on a pris cette thématique un peu de plus près que les autres. Je laisserai Véronique parler sur les véhicules. Donc là, vous avez sous les yeux une projection du réseau à fin 2018. Donc c'est une copie d'écran d'une application qu'on a mis en service il y a quelques mois. Donc là, c'est un calque un peu communicant, vous avez des calques beaucoup plus précis, dans lequel on recense toutes les stations qui existent ou en projet. Alors quand je dis en projet, ce sont des stations pour lesquelles l'opérateur s'engage sur une date d'ouverture, où les travaux ont quasiment démarré. L'objectif de cette application et donc de cette visibilité sur le réseau de stations, en fait, il est triple. Le premier, c'est de faire un suivi, on n'en a pas parlé, mais de cette directive européenne quand même qui oblige tous les États membres à développer une stratégie pour les carburants alternatifs, donc élec, gaz et hydrogène. Enfin, l'hydrogène était optionnel et la France a relevé l'option. Donc c'était donner un outil au pouvoir public pour les aider, ou en tout cas les sensibiliser sur le fait que la directive et l'impulsion donnée par la directive avancent correctement. La deuxième cible de cet outil-là, ce sont les collectivités, et notamment je pense aux régions qui, tour à tour, mettent en place des schémas directeurs, des schémas stratégiques, notamment sous l'angle de la mobilité, et qui souhaitent savoir sur leur territoire ce qui se passe en termes d'infrastructure gaz. Et puis, troisièmement, et peut-être surtout vers cette cible-là, pour tous les professionnels qui souhaitent investir dans la solution gaz. Investir dans la solution gaz, c'est quand même pas neutre. Ça fait quand même modifier pas mal les process. Il y a un petit surinvestissement au départ. Hein, les poids lourds gaz sont un petit peu plus chers. Et puis surtout, on veut être certain que quand on investit dans un poids lourd gaz, donc une durée d'amortissement de 5 ans, on ne soit pas lâché en rase campagne avec des stations qui n'arrivent pas ou une fiscalité qui n'accompagne pas. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il y a un sujet sur les stations. Donc, on voulait aussi donner le signal que le réseau de stations est en train de se constituer pour concourir à créer ce cadre de confiance qui permet aux investisseurs de choisir dans la solution gaz. Donc, c'est pour ça que cette application était très importante avec des données qui sont vérifiées et estampillées par les constructeurs. Oui, pardon, vas-y. Je voulais juste finir. Le 250, voilà, c'est l'objectif du nombre de points d'avitaillement que la filière s'est auto-assignée pour fin 2020. À fin 2017, on sera à 93, 142 à 2018. Donc j'ai mis la courbe théorique qui nous fait partir de 50 à début 2016 pour à 250 en 2020. Et là, voilà, on est sur la trajectoire. Un petit peu au-dessus même. Ouais. Oui, et quelle est l'ambition que s'est fixée l'État français sur le déploiement du réseau de stations ? Effectivement, pour cette directive qui s'appliquait à tous les États membres, nous, côté filière, on avait vraiment pris ce moment directive comme une opportunité pour emmener notamment et convaincre l'État français de suivre sur le GNV. Donc on a fait un travail justement de conviction. C'est nous qui avons proposé cet objectif de 250 stations qui nous paraissait tout à fait raisonnable. La preuve, c'est qu'on est quand même, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on est quand même plutôt bien parti. Et malheureusement, on a été même pas qu'à moitié suivi parce que la France s'est engagée sur 80 stations à fin 2020. Donc déjà, je peux vous dire qu'à la fin de l'année, on devrait avoir dépassé l'objectif que l'État a présenté à la Commission en termes de stations GNV. Voilà. Merci Vincent pour cette première partie. Alors maintenant, je vais donner la parole à Véronique Bell. Alors Véronique Bell, elle est directrice du programme mobilité chez GRDF. C'est un peu le pendant de Vincent chez GRDF. Et elle a une participation aussi, une contribution forte
à la vie de l'association, puisqu'elle préside une commission qui a été créée il y a quelques mois maintenant, qui est une commission formation-maintenance à la fois sur les véhicules et sur les stations, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un vrai besoin de développement de cette commission. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais interroger Véronique aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler en 2 mots GRDF et pourquoi vous vous intéressez au gaz carburant? Alors, bonjour à tous. Donc, GRDF, c'est le principal gestionnaire de réseau de distribution en France. On exploite environ 200 000 km de réseau de distribution. Et dans les missions de service public de GRDF, on nous a confié la promotion de l'usage du gaz naturel et notamment le développement de la mobilité au gaz, donc au GNV et bio-GNV. Et on vient revenir sur le bio-GNV tout à l'heure. Alors, et en plus, GRDF, l'État lui a confié la gestion du registre des garanties d'origine. Et également. Et ça va être l'objet de ma première question, voilà, Véronique. C'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui parce qu'on voit bien que sur la filière du GNV, en fait, l'aboutissement, quelque part, c'est le bio-GNV et c'est pas aux représentants de la FCD à qui je vais apprendre ça. Il y a quand même une volonté de rouler décarboné avec le biogaz. Et donc, pour nous, notre filière, elle est très attentive au développement. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Véronique? Donc, on va peut-être passer les... Je vais tenter de résumer en 5 minutes cet excellent document qui a été fait avec plusieurs acteurs, qui est le panorama du gaz renouvelable que vous pouvez télécharger sur Internet et qui vous donne vraiment tous les éléments de développement en fait, de la filière biométhane en France et les perspectives de développement. Ça a été fait notamment avec GRT Gaz. Donc peut-être juste, alors je pense qu'il y a 90% des personnes dans la salle qui savent ce que c'est que le biométhane. Pour les 10% restants, juste rappeler, c'est quoi le biométhane? On va produire du biogaz à partir de la fermentation de biodéchets. Ces biodéchets, ils peuvent venir de différentes sources. On peut avoir des déchets de type agricole, des déchets industriels, des déchets de boues de stations d'épuration, ordures ménagères, etc. Ce biogaz, en fait, produit doit être ensuite épuré pour être amené à la qualité du gaz naturel. C'est ce qu'on appelle alors le biométhane. Et quand on l'utilise en carburant, eh bien, ça s'appelle du bio-GNV. J'espère que tout le monde m'a suivi. On a toujours un certain nombre de termes qui sont un petit peu complexes. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ce qui est intéressant, je vous parlais des différents types d'intrants, de déchets qu'on peut utiliser. La réglementation donc permet un certain nombre de déchets pour être méthanisés et injectés dans le réseau de gaz naturel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 36 sites donc, qui produisent du biométhane en août 2017 et qu'on a les différents types de typologies en fait de production, que ce soit effluents agricoles, déchets urbains, boues de stations d'épuration ou installations de déchets non dangereux. En fait, c'est les décharges, on appelle ça ISDND. Les deux dernières, donc les derniers, c'est effectivement les sites de ISDND, donc de décharge. Donc on a tous les types. Et tout marche avec différentes techniques d'épuration. Donc ça fonctionne et ça fonctionne bien. Donc ça c'est la première chose. Au-delà des 36 sites, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment les différentes typologies des sites qui peuvent injecter. Alors en termes de capacité de production, à l'heure actuelle, on est aux environs de 440 gigawattheures annuels. Ça représente à peu près, alors je vais parler en camion, c'est plus sympa. Consommation à peu près de 2000 camions ou bus qui rouleraient entièrement au bio-GNV. Alors si on passe aux perspectives. Donc là, c'était à ce jour. Donc la suite, si vous voulez bien passer. Voilà, c'est super. Merci. Donc là, je vais parler de 36 sites. Finalement, la perspective de mise en service de sites de production et d'injection de biométhane est la suivante. Donc actuellement, on a plus de 600 projets d'injection qui sont mis en service ou en étude construction. Et donc, vous voyez la dynamique avec un objectif de plus de 100 sites qui injecteraient dans le réseau à horizon 2018. Et on serait à plus de 300 sites en 2020 avec une capacité de production de 5 gigawattheures. Ça fait un certain nombre de camions.
Voilà, peut-être quelques éléments complémentaires pour arriver à tout ça. Il faut que les opérateurs de réseau trouvent des solutions pour maximiser en fait l'injection de biométhane dans les réseaux. Donc maillage de stations, débouchés comme le débouché carburant avec des stations raccordées au réseau, et puis d'autres technologies de type rebours. Donc vraiment les opérateurs de réseau, que ce soit transport ou distribution, travaillent de concert pour arriver à pouvoir injecter le maximum de biométhane dans les réseaux. Alors, quels sont aujourd'hui les freins justement à ce développement sur les stations de méthanisation ? Alors, les freins, pour le moment, on va plutôt potentiellement avoir des freins de type financier. Alors, non pas parce qu'il n'y a pas de rentabilité des projets, les projets sont rentables, mais plutôt parce que les banques sont parfois frileuses. En fait, elles souhaitent disposer alors de maximum d'avoir le maximum d'assurance que le projet va être rentable. Et elles ont en tête les sites de cogénération qui n'ont pas toujours été tout à fait aussi rentables que souhaité. Donc on peut avoir ce frein-là, mais tous les freins sont en train d'être levés. Je viens de parler des freins techniques qui sont levés au fur et à mesure, encore une fois pour maximiser l'injection dans les réseaux. Et puis ces freins-là aussi sont levés en allant les voir, en faire de la pédagogie et en montrant à quel point la solution injection dans les réseaux fonctionne bien. Et alors les 470 gigawattheures là, de biogaz qui est injecté, quel est le pourcentage qui est utilisé en carburant ? Pour le moment, on est... alors c'était plutôt, je pensais répondre à cette question, deuxième question, mais c'est pas grave. Donc on est à 80%. Non, mais je te réponds tout de suite. 80% à l'heure actuelle des productions de biométhane ont été fléchées vers le débouché carburant. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Pourquoi ? C'est beaucoup. D'accord, ok. On fera ça tout à l'heure. Alors donc, merci Véronique pour cette première partie. Donc maintenant, moi je suis très content d'accueillir en fait des organisations qui ne s'étaient pas exprimées encore jusque-là, qui sont pour l'une une organisation qui clairement tire le développement de notre filière en France, que ce soit sur la partie gaz fossile, mais aussi sur la partie biogaz. Et donc c'est la Fédération du commerce et de la distribution, je vais revenir tout de suite, Jean-Philippe. Et puis également, alors je vais essayer de ne pas me tromper, parce que quand je dis organisation professionnelle, je me fais reprendre, le réseau, le groupement de professionnels du transport routier de voyageurs, Réunir, qui va nous expliquer aussi ce qu'ils pensent de ce carburant alternatif. Donc je vais d'abord passer la parole à Jean-Philippe Mazet, que certains d'entre vous connaissent comme directeur transport de Carrefour France, donc qui est pour nous un interlocuteur très important, mais qui va intervenir aujourd'hui au nom de la Fédération du commerce et de la distribution. Alors, Jean-Philippe, c'est quoi la FCD ? Alors, la FCD, Gilles, c'est la Fédération du commerce et de la distribution qui regroupe, c'est une professionnelle qui regroupe la plupart des grands distributeurs alimentaires et un certain nombre de distributeurs spécialisés en France, qui travaillent sur un certain nombre de problématiques et notamment celle qui nous occupe aujourd'hui autour de, je dirais, l'environnement et plus largement la RSE. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Lorsqu'il y a eu le lancement de l'appel à projet de l'ADEME, qui était piloté par le Commissariat général aux investissements, on n'était pas vraiment satisfait de la façon dont les modes opératoires étaient proposés par l'ADEME et le CGI. Et donc nous sommes allés voir le cabinet du Premier ministre, avec notamment l'AFCD et deux groupes Carrefour et Casino. Voilà. Et donc tout ça pour dire qu'on est avec des gens qui savent exactement de quoi ils parlent, qui ont une ambition forte dans le domaine. Alors, première question sur la FCD, Jean-Philippe. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la transition énergétique ? C'est une menace ? C'est une opportunité ? C'est autre chose ? C'est Gilles, de gros enjeux, très clairement, vous l'aurez compris. Et si je prends, avant de parler de transport plus particulièrement, un peu l'hélicoptère, une entreprise dans la grande distribution, elle va attaquer le sujet de la transition énergétique à plusieurs niveaux. Et typiquement, quand on parle notamment de baisse des émissions de CO2, on va commencer déjà par travailler au sens large, sur toutes nos enseignes, sur les fluides réfrigérants, qui ont été aussi un des premiers sujets conduits il y a plus de maintenant 7 ou 8 ans. Un deuxième qui touche aux éclairages de nos magasins. Et un troisième qui va toucher, et c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, plus particulièrement à nos émissions autour du transport.
Et émission de CO2. CO2, hein, CO2. c'est ça qui compte oui, pour vous. Hein. Exactement. Émissions de CO2. Toutes nos entreprises sont engagées avec des objectifs clairs annoncés de réduction drastique des émissions. Pour attaquer ce sujet-là, on va le faire de différentes manières. Je viens à la partie motorisation en quatrième temps, mais je dirais c'est souvent des sujets de bon sens. C'est-à-dire qu'on a essayé de rapprocher nos plateformes logistiques de nos magasins. La grande distribution, notamment alimentaire, est plutôt sur un flux régional, et plutôt captif. On en parlait avec notre collègue sur le transport de personnes tout à l'heure, dans quelque part un peu comme le seraient des bus des bus en ville. Donc il y a une première approche autour de ça, autour de la régionalisation du flux. La deuxième, elle est, quand on veut baisser son CO2 clairement, d'essayer d'optimiser son matériel et ses ensembles de la meilleure manière possible. Ça veut dire augmenter le remplissage de nos véhicules, les réutiliser potentiellement avec d'autres chargeurs, faire le flux reverse quand on rentre dans une cité avec le même matériel. Et le troisième item sur lequel on va jouer, et j'en viens directement à notre sujet, c'est typiquement la motorisation. La plupart de nos enseignes ont testé ces dernières années plusieurs motorisations et voilà, plutôt clairement, et c'est pour ça que le sujet est catalysé ces dernières années, le GNV, le bio-GNV ressort comme étant le plus adapté aujourd'hui pour nous, de manière pratico-pratique, notamment à notre modèle magasin. Je dirais, en tant qu'FCD, on n'est pas là pour opposer quelque part les modes. On sait qu'il y a plusieurs modes possibles quelque part pour opérer la mobilité, notamment de marchandises. Mais typiquement, quand on parle de la réponse au niveau du modèle magasin, pour rentrer notamment dans la ville, on va parler notamment de tout ce qui est livraison urbaine, ces dernières années, à travers les différents tests réalisés, c'est bien le GNV ou le bio-GNV qui est le plus adapté à la typologie de nos flux et de nos objectifs. D'accord, merci Jean-Philippe. On rentrera tout à l'heure un peu plus dans le détail sur la partie bio-GNV. Qu'est-ce qui est attendu exactement? Et puis quelles sont aujourd'hui les clés de réussite? Enfin, on verra ça tout à l'heure de manière un peu plus précise, même si on a porté des messages ensemble auprès des pouvoirs publics. Donc maintenant, je vais interroger Philippe Billan. Donc d'abord, Philippe, Réunir, c'est quoi exactement? Réunir, c'est le premier réseau de PME de transport de voyageurs en France. Vous avez le slide qui... Ah non, il n'est pas, c'est pas grave. Donc, ça regroupe donc une centaine d'entreprises sur 200 implantations en France. Nous avons à peu près 7500 véhicules qui roulent, sachant que pour 90% d'entre eux, ce sont des autocars, vous comprenez bien. Et aussi, nous avons 9000 salariés. Et dans les 9000 salariés, nous avons à peu près 80% de conducteurs. Alors nous sommes présents bien sûr sur toutes les solutions de mobilité que vous pouvez connaître, aussi bien les réseaux urbains et périurbains. Nous sommes présents sur les services interurbains réguliers. Nous sommes aussi sur les services scolaires. Je pense que vous savez que voilà, tous les cars qui passent dans les campagnes environnantes de près de chez vous, voilà, c'est fait avec des autocars. On travaille également sur le transport de personnes à mobilité réduite, sur le tourisme, sur les navettes aéroportuaires, également sur le transport à la demande, les services de livrement organisés, dit car Macron, les gestions de gares routières et également le vélo en libre service. Voilà, on est présent pratiquement sur toutes les solutions de mobilité. On ne fait pas encore d'avion, on ne fait pas de concurrence à la France, ni de train. Voilà, donc Réunir, bien sûr, voilà, on est sensible aussi également à cette transition énergétique. La loi est passée l'année dernière. Donc la fédération a sauvé le diesel Euro 6 pour quelques temps, mais bon, on sait que c'est un temps court, donc on travaille bien sûr, évidemment, pour passer à l'étape supérieure. D'accord, et donc et justement cette transition énergétique, aujourd'hui l'opprobre qui est jeté sur le diesel, ça inquiète le Réunir ou ça vous stimule? Ça inquiète sans inquiéter. Oui, à la limite, ça peut inquiéter parce que voilà, on sait que peut-être que le gaz aussi, c'est peut-être une solution de transition. Peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, on sera peut-être tous à l'électrique. On ne sait pas. Mais bon, en tous les cas, on sait qu'on a au moins une trentaine d'années à trouver pour faire passer du diesel à l'électrique. Donc c'est vrai que le GNV et notamment le bio-GNV est vraiment la solution la plus adaptée. Comme nos amis de la FCD, je crois que nous avons les mêmes problématiques. Il faudra peut-être qu'on travaille peut-être ensemble pour approcher nos idées et que les stations publiques viennent au plus proche de chez nous. Et alors justement, je parlais tout à l'heure de l'appel à projet de l'ADEME.
Et je crois que Réunir était pas très content du fait que cet appel à projet soit concentré sur les véhicules de transport routier de marchandises et pas sur les voyageurs. Oui, bon, pour parler plus précisément, donc moi j'ai une société de transport dans le Finistère, et dans le Finistère, on a eu justement avec l'ADEME un appel à projet sur l'équipement futur de nos véhicules. Et donc, avec 3 collègues, on s'était proposé d'acheter 20 véhicules au gaz, sachant que c'est compliqué parce qu'on n'a qu'un seul fournisseur d'autocars au gaz qui vient en plus d'un pays du Nord qui s'appelle Scania. Donc, c'est vrai que la production et la fabrication de véhicules au gaz est très, très minime pour l'instant. On espère que ça se décante dans les mois et les années à venir parce que c'est vrai que si on n'a pas de solution ou si on n'a qu'une solution pour travailler, ça va être un peu compliqué, on sera un peu pris au piège. Et également, la problématique que l'on a, bien sûr, aussi, c'est l'infrastructure, parce qu'une station gaz, ça vaut un peu d'argent. Donc, pour une PME qui n'a que 20 cars, c'est un peu compliqué. Celui qui en a 100 ou 200, c'est un peu plus simple. Donc, c'est vrai que la problématique financière est quelque chose d'important, notamment pour nous PME. Merci, Philippe. Donc, on reviendra tout à l'heure concrètement sur... parce qu'on a quand même là, j'ai autour de moi 2 piliers du développement de notre filière. Donc, il faut bien qu'on comprenne ce qu'ils attendent pour pouvoir les accompagner dans cette transition énergétique. Alors, je vais revenir à Émilie Coquin parce que je crois que le CFBP, puisque maintenant on va parler un petit peu de manière plus concrète sur les atouts environnementaux du GPL, carburant. Et je crois que le CFBP a fait réaliser des mesures sur des véhicules, des mesures embarquées, qui sont assez intéressantes. Donc si on peut nous passer la première diapositive, voilà. Et donc si tu peux nous commenter tout ça, Émilie, ce serait très bien. Effectivement, en fait, on connaît tous les atouts des solutions gaz, moins d'émissions de CO2, très peu de particules, pratiquement pas de NOx. Le dire, c'est une chose, mais encore fallait-il le prouver. C'est vrai qu'avec tous ces débats liés aux émissions des véhicules diesel et notamment au début de cette affaire liée aux véhicules Volkswagen, mais pas uniquement que, la Commission royale avait décidé de mener des tests en conditions réelles de circulation sur un certain nombre de véhicules, mais il s'avérait que c'était uniquement sur des véhicules diesel. Et donc, en CFVP, on s'est dit, mais voilà, qu'en est-il sur les véhicules GPL? Donc, on a décidé de mener de notre côté, par un institut indépendant, des tests en conditions réelles de circulation, selon la norme RDE actuelle qui a été justement mis en place par l'Union européenne. On a mené ces tests sur 2 véhicules. Un premier véhicule, qui est un véhicule GPL de la norme Euro 6 et qui est exposé au sein d'ExpoGaz. Donc c'est une Fiat 500L qui à l'époque avait à peu près 6000 km, qui était un modèle constructeur. Et on a comparé justement les émissions du véhicule en conditions réelles de circulation, les émissions en motorisation GPL et à l'essence. Ce que vous pouvez voir, c'est que la limite verte est justement les seuils maximal de la norme Euro 6. On voit tout à fait qu'en mode essence, le véhicule respecte les normes pour le CO, les particules et n'émet pratiquement pas d'HC et de NOx. Ce que l'on voit surtout, c'est qu'en GPL, le véhicule n'émet pratiquement pas d'HC, de particules ni de NOx et réduit considérablement les émissions de CO2. Puisque le véhicule émet jusqu'à 20% de CO2 en moins qu'en mode essence. On a également réalisé ce test sur un véhicule équipé en seconde monte. Et ça sera la slide suivante, s'il vous plaît. Donc on a réalisé sur un test sur justement un véhicule équipé en seconde monte, mais là c'était un véhicule Euro 5. Et même si c'était un véhicule Euro 5, on l'a quand même comparé à la norme Euro 6. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en mode essence, évidemment, le véhicule émet un peu plus de la norme, puisque c'était un véhicule Euro 5 et qu'on compare à la norme Euro 6, mais qu'en mode gaz, GPL, même un véhicule pour le coup Euro 5 répondait déjà aux exigences de la norme Euro 6. Et ça vient bien illustrer justement les qualités environnementales du GPL, y compris en conditions réelles de circulation.
Et pour le coup, en termes de CO2, le véhicule émet moins 18% par rapport à un mode essence. Et avec le développement du bio-GPL, le GPL d'origine renouvelable, ces performances viendront se renforcer à l'avenir. Merci Émilie. Donc la preuve par la mesure. Sachant qu'effectivement, c'est vrai que c'est que sur 2 véhicules, mais ces tests ont été menés par l'Association européenne sur une dizaine d'autres véhicules, et les résultats viennent aussi conforter justement ce type de résultats. Vous aussi, vous avez une association européenne. Donc je vais venir à l'association européenne du GNV maintenant. Je vais repasser la parole à Vincent pour qu'il nous dise quelques mots, parce que là aussi, alors c'est pas des tests embarqués, mais c'est une étude très complète qui a été faite sur les émissions de CO2 sur le transport terrestre. Donc Vincent, si tu peux nous donner les résultats de cette étude qui est sortie il y a quelques mois maintenant. C'est une étude qui a été publiée le 31 mai 2017, c'est exactement la date à laquelle est sorti le EU Mobility Package, donc c'était pas innocent. Et une étude diligentée par NGVA et tous ses membres, et qui manquait cruellement à la filière pour justement, notamment auprès de la Commission européenne, pour dire que le gaz pouvait être un transport décarboné en fossile et surtout avec une introduction progressive de renouvelables. Et cette étude, elle dit quoi ? Donc uniquement sur le CO2, les polluants, c'est autre chose. D'ailleurs, une autre étude va sans doute démarrer sur les polluants, qu'on ait enfin des chiffres sur lesquels toutes les associations nationales peuvent s'appuyer. Sur le CO2, déjà différencier véhicules légers et véhicules lourds, mais parlons des véhicules lourds, le sujet qui nous intéresse ici. Le gain de CO2 par rapport au diesel est de 15%. Voilà. Donc 15% de CO2 en moins. C'est le chiffre qui est avancé. Peut-être quand même un petit mot pour les véhicules légers, parce que il y a aussi des choses, une réflexion à mener aussi sur les véhicules lourds. J'aimerais avec vous aussi vous sensibiliser sur la notion de well to wheel et tank to wheel. C'est-à-dire que aujourd'hui, la réglementation qui s'applique aux constructeurs est ce qu'on appelle un tank to wheel, réservoir à la roue. C'est-à-dire qu'on regarde le véhicule et sans s'occuper de la façon dont l'énergie a été produite, on mesure le CO2 qui sort du pot d'échappement. Donc à ce jeu-là, évidemment, il y a 2 conséquences. Vous prenez l'électrique, évidemment, c'est un véhicule franchement zéro émission. On ne s'occupe pas de la façon dont l'électricité a été produite. Inversement, pour le véhicule gaz, un véhicule qui roule en gaz fossile, il a exactement la même empreinte carbone qu'un véhicule qui roule en 100% biométhane. Ce qui pose un problème quand même, parce que effectivement, on a, sous l'angle de la réglementation qui s'applique aux constructeurs, parce que finalement, je suis persuadé que tout part de là, enfin une bonne partie des choses, le gaz et le biogaz pourra difficilement tirer son épingle du jeu si on n'ouvre pas le champ d'estimation des émissions de CO2 et qu'on continue à ne regarder que le véhicule. Et juste un chiffre, parce que dans cette étude de NGVA, il y a des émissions de CO2 en ce qu'on appelle en well to wheel, du puits à la roue, en biométhane. Et en biométhane, on fait moins 80% de CO2 par rapport à du diesel fossile, effectivement. Et donc, cette même étude, par exemple, dit qu'un véhicule léger qui roule en 100% biométhane, elle fait 30 grammes de CO2 par kilomètre. C'est-à-dire que c'est presque autant, si c'est pas un peu moins, qu'un véhicule électrique qui roule avec de l'électricité fait à partir de, pas forcément du charbon d'ailleurs. En France, on a 60 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Je pense que même en France, on peut démontrer qu'un véhicule 100% biométhane fait aussi peu de CO2 qu'un véhicule électrique. Oui, alors ça c'est vrai pour un véhicule léger, mais le problème c'est que pour un poids lourd, ça n'existe pas, un véhicule électrique. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de sujets pour le poids lourd. Mais si on parle d'une réglementation CO2 qui pourrait arriver sur le poids lourd, il faudrait aussi que pour les poids lourds, on ait enfin cette approche globalisante et que finalement on jauge en fait l'empreinte carbone d'une solution de transport en prenant tous les chaînons. Et j'ai pas parlé, effectivement, au-delà du well to wheel, il y a même l'approche qu'on appelle cradle to grave, du berceau à la tombe, qui intègre le CO2 pour construire le véhicule et pour le démanteler. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, et ça c'est important parce que ça nous donne en fait des faits. On est souvent interrogé par les transporteurs ou par les chargeurs qui nous disent mais bon Dieu, combien on économise de CO2 en roulant avec du GNV. Donc on avait une approche un petit peu empirique. Maintenant on a cette approche avec l'étude de la NGVA Europe et c'est un sujet vraiment très important. Peut-être juste pour compléter, en tout cas pour nous en tant qu'utilisateurs et fédération utilisatrice, j'ajouterai 2 chiffres à ceux qui ont été donnés sur le CO2 qui sont effectivement ceux qu'on relève. C'est l'absence de particules fines, enfin, notamment quand on va le comparer au diesel, encore une fois quand on va rentrer dans la cité et en ville, et le bruit.
est une technologie qui permet aussi, enfin c'est en tant qu'utilisateur que je m'exprime dessus, on est la plupart du temps en dessous de la norme PIC et les 60 décibels qui aident aussi le modèle et qui fait pour nous effectivement de ce modèle-là un modèle idéal pour rentrer dans les centres-villes. Et d'ailleurs, la société Vicat, qui est une société donc, qui produit du béton, a inauguré la semaine dernière à Paris, en première mondiale, un camion toupie dont le moteur fonctionne au gaz naturel. Et ce moteur alimente également, par hybridation, une toupie qui fonctionne à l'électricité. Alors je dis par hybridation parce qu'en fait, il y a une récupération de l'énergie cinétique de la toupie. Donc elle consomme très peu, il recharge une fois par semaine la batterie. Et là, on a une toupie, pour ceux qui ont déjà entendu des camions toupies classiques, ça fait un bruit infernal, ça pollue. Et là, on a une toupie qui ne fait pas de bruit, qui ne pollue pas, et qui va permettre, et on pensait notamment, c'est ce qui a été vu avec les représentants de la ville de Paris l'autre jour, ça va permettre de pouvoir amener toutes les constructions qui vont être faites, notamment pour les JO de 2024, de manière extrêmement propre. Donc tout le monde est intéressé par ce développement, et en particulier par rapport au bruit. Je vais juste rajouter sur les polluants, enfin, même si ce n'est pas la question. Finalement, sur le gaz, on entend des chiffres qu'il faudra sans doute affiner. Donc, le projet Équilibre, dont Véronique nous parlera, peut-être qu'il pourra aussi nous donner des chiffres. Mais finalement, le vrai avantage du gaz sur les polluants, au-delà des chiffres, il est plutôt qualitatif. C'est-à-dire que le véhicule à gaz, il respecte les normes les plus strictes sans système de filtration. Et aujourd'hui, le diesel, il est principalement incriminé justement par rapport aux systèmes de filtration qui sont plus ou moins efficaces, des fois moins que plus d'ailleurs. Et avec le gaz, finalement, on revient à des motorisations très simples. Et l'avantage, et le double avantage d'avoir pas ou très peu de système de filtration, d'une part, ça coûte moins cher. Donc dans un système où la réglementation va sévir de plus en plus, donc vous allez avoir des véhicules diesel qui vont avoir des systèmes de filtration de plus en plus compliqués, donc de plus en plus chers. Donc le gaz s'affranchit de ce sujet. Et deuxièmement, pour le coup, pour toute la durée de vie du véhicule, vu qu'il n'y a pas de système de filtration, on est à peu près certain du maintien en fait des performances de filtration, vu qu'il n'y en a pas. Voilà. Très bien. Donc Véronique, puisqu'on a parlé du projet Équilibre, si tu pouvais en dire deux mots pour nous expliquer ce que c'est déjà et où on en est. Alors très rapidement, c'est un projet qui a été créé par un consortium de transporteurs qui voulait vraiment mesurer la performance environnementale et la performance économique du GNV. Et donc, il y a des premiers résultats qui ont été publiés au mois d'avril de cette année, après une comparaison de camions tracteurs à 44 tonnes, 3 diesel et 3 GNV, dans différentes conditions d'exploitation, et qui a montré tout ce qu'on vient de dire. Alors là, on ne mesurait pas les particules, mais les oxydes d'azote et puis les émissions de CO2. Sur les oxydes d'azote, ça a montré les très bonnes performances des véhicules gaz par rapport aux véhicules diesel, avec 3 à 4 fois moins, encore une fois, selon les usages. Et puis sur le CO2, on revient de façon assez proche au résultat de la NGVA. Alors une petite différence quand même, NGVA c'était well to wheel, donc vous avez tout compris. Puis à la roue, Équilibre, on était vraiment sur les mesures à l'échappement. D'accord. Ben écoute, garde le micro, puisque maintenant je vais t'interroger sur une deuxième partie de l'intérêt du biométhane. C'est donc le scénario de déploiement du biométhane dans le GNV. Et il y a un exercice qui a été fait par les pouvoirs publics qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donne une vision en fait du mix énergétique à l'horizon 2023, et avec un certain nombre d'éléments qui concernent le GNV et le bio-GNV. Donc je vais te poser des questions là-dessus. Mais avant, je voudrais dire une chose importante, c'est que GRDF fait un travail de fourmi à partir d'un fichier d'immatriculation, qui est un fichier où il y a à boire et à manger. Et GRDF arrive à sortir tous les 3 mois des chiffres du développement des immatriculations. Alors bon, je n'avais pas prévu de te poser la question, mais ce qu'on peut dire, moi ce que j'ai retenu de ces chiffres-là, c'est que sur les véhicules, des camions transport de marchandises entre 2014 et 2017, enfin de août 2014 à août 2017, il y a un développement de plus de 580% des immatriculations. Donc on est passé en gros de 200 immatriculations à 1000 et quelques. Et puis sur le développement des véhicules spéciaux, donc c'est des véhicules, alors les autocars sont dedans. Alors oui, là c'est les cars.
les cars, il y a des cars au gaz, il y a tous les anciens chantiers, transport de matériaux, etc. Il y a une augmentation aussi de 400%. Donc on voit aujourd'hui que ce sont les créneaux qui se développent. Donc je voulais rendre hommage à GRDF de faire ce travail de fourmi. C'est quelqu'un de ton équipe qui fait ça 3 jours par mois ou je ne sais plus ce que tu m'avais dit. Il essaye de réduire au fur et à mesure. Voilà. Donc on va revenir maintenant. Alors pourquoi je disais ça? Parce que la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit le développement du nombre de véhicules. Donc si on pouvait nous passer maintenant la diapositive, la dernière concernant Véronique. Voilà. Alors je ne sais pas si elle va s'afficher sur l'écran. Non, peut-être pas. Non. Bon, c'est en tout petit. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire quelque chose, c'est pas très très grave. Oui, donc effectivement, l'exercice de programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été fait fin d'année dernière et qui donne une trajectoire en nombre de véhicules. Vous voyez bien le complément là tout à l'heure. Vincent a abordé largement le sujet des stations. Pour le développement du GNV, il faut bien entendu développement de stations. Et puis là, on est sur la trajectoire en nombre de véhicules portés par le véhicule lourd. Et un point important, c'est que les pouvoirs publics ont indiqué en fait une part de bio dans le GNV. Alors tout à l'heure, tu m'as posé la question de savoir finalement combien il y avait de biométhane qui était utilisé en débouché carburant. Je vous ai répondu 80%. Maintenant, la question inverse. Finalement, dans le GNV, il y a combien de bio-GNV? Alors l'objectif là qui est indiqué dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est 20% de bio dans le GNV à horizon 2023. On en est à 6% pour le moment. Donc vous avez bien vu le trend et la dynamique sur la production de biométhane tout à l'heure. On est tout à fait en capacité de répondre à cet objectif à horizon 2023. Pour revenir sur les véhicules, il y a 2 objectifs qui sont fixés sur les poids lourds. Un en 2023 avec 3% des poids lourds rouleront au GNV en 2023 et l'autre en 2030 avec 10% des poids lourds qui rouleront au GNV en 2030. Donc. Et je vois 19 500, Philippe, bus et cars, donc il faut que tu te prépares pour 2030. C'est sûr, il y a beaucoup de chemin à faire, c'est évident. Juste pour info, le GNV, enfin dans le monde du transport de voyageurs, aussi bien bus et cars, ça a commencé dans les années 2000-2001. Donc c'est les grands réseaux urbains qui ont fait le premier pas, de Bordeaux, Nantes, Montpellier, etc., etc. Après, on a senti un fléchissement, les gens revenaient au diesel. Bon, on ne sait pas pourquoi, ils ont plus ou moins laissé tomber le GNV. Et donc ensuite, depuis 2 ans, la loi de transition énergétique sortant, tout le monde s'est un petit peu réveillé pour dire en fin de compte, l'alternative, pour l'instant, c'est bien le GNV. Donc là, on a un recrudescence des gens qui sont de plus en plus intéressés par cette solution. Là, en 2017, on a à peu près 3000 véhicules qui roulent au GNV. Bon, il y en a presque 3000... ce sont des bus, il y a une petite cinquantaine d'autocars, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, la solution autocar est vraiment minime, on n'a pas beaucoup de possibilités d'en acheter. Et donc, je sais que c'est parti sur Paris, parce que Mme Hidalgo a demandé à ce que les enfants soient transportés dans des véhicules non diesel. Donc la solution qu'on a trouvée, étant donné qu'on n'a pas de car électrique non plus, on a un peu un métier un peu arrière-garde, donc on va essayer de rattraper le retard, mais c'est pas simple. Donc les transporteurs parisiens ont trouvé la solution, donc du gaz naturel. Ils ont acheté une trentaine de cars naturels pour faire le transport dans Paris intramuros. Sinon, comme je vous expliquais, notre profession, on est surtout dans le balbutiement. On fait beaucoup d'expériences. On a des expériences dans le PACA, on a des expériences aussi en Vendée, donc avec des cars au gaz. Donc a priori, ça c'est plutôt avéré concluant. Donc on travaille sur le dossier et puis on a aussi la chance d'avoir notre président. Notre président, il n'est pas là aujourd'hui, mais il aurait pu venir aussi parce qu'il a récupéré le marché de Lyon-Saint-Exupéry, tout la desserte des parkings. Donc il va commencer en 2018 à faire le transport des passagers qui vont prendre l'avion à Lyon par des véhicules au gaz GNV. Mais, bien sûr, avec une chance inouïe, c'est qu'il y a une station publique à quelques kilomètres de là. Donc, ça lui permettra aussi de faire son avitaillement sans problème. Très bien, merci Philippe pour ces précisions. Il y a une question là, au premier rang.
là, de ce côté-là. Alors pendant que le micro arrive, Véronique, tu nous parlais de 20% de bio-GNV dans le GNV en 2023. L'étude de la NGVA Europe qu'a commenté Vincent précise qu'avec 20% de bio-GNV dans le GNV, on va économiser 40% d'émissions de CO2 sur les véhicules qui seront avec ce mélange. Donc il y a un effet de levier important, ce qui veut dire qu'en 2023, le transport routier, en tout cas les véhicules qui fonctionneront avec ce mélange, émettront 40% de CO2 en moins. Je crois que c'est important de le préciser. Je rajouter un point important, très qualitatif, et c'est un message fort NGVA, mais ça marche aussi en France, c'est que finalement le gaz, le gros avantage du gaz, c'est que finalement on pouvait lancer des investissements sur des stations, sur des véhicules. Le passage progressif d'un 100% fossile vers un 100% renouvelable se fera de façon totalement neutre pour tous les investissements qui auront été faits, ce qui n'est pas forcément le cas des autres technologies. Et ça, c'est un principe fort. Quelque part, tout ce qu'on est en train de construire actuellement, c'est du bio-GNV ready, c'est-à-dire que le jour où on voudra mettre du bio-GNV en plus grande quantité, les véhicules sont tout à fait compatibles et toutes les stations aussi. Donc finalement, la promesse du GNV, c'est finançons aujourd'hui avec du fossile, ce qui permettra d'avoir du 100% renouvelable demain, sans avoir tout à réinvestir. D'accord, donc Véronique. Oui, non, je voulais juste rajouter quelques points sur finalement comment on fait pour développer le bio-GNV. On va parler évidemment des quantités de biométhane. Il y a évidemment les stations. Je voudrais revenir quand même à des initiatives locales. On a parlé un tout petit peu de l'appel à projet opéré par l'ADEME tout à l'heure, mais il y a des initiatives locales très intéressantes au niveau des régions. Je reviens sur l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt de la région Nouvelle-Aquitaine, qui justement va aider les stations qui proposent du bio-GNV pour que le bio-GNV soit au prix du GNV avec du biométhane produit localement. Donc vous voyez là, on a clairement une action territoriale pour assurer la promotion du bio-GNV. Il n'y a pas que du GNV. On a d'autres initiatives qui vont arriver prochainement orientées émergence de stations GNV dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est aussi très intéressante, fléchée à aide à l'acquisition de véhicules. Donc on sent bien que localement, les régions s'emparent du sujet pour faire émerger des stations sur le territoire. Deuxième chose, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Vincent, l'approche puis à la roue. Qui est fondamentale pour qu'on puisse effectivement répondre aux enjeux et aux seuils d'émissions demandés par l'Europe, notamment dans la nouvelle directive véhicules propres qui devrait arriver prochainement. Il y a une deuxième chose, c'est une deuxième directive qui arrive. C'est important de voir un peu, avoir le radar dans le radar toutes ces directives qui arrivent. C'est la directive RED 2 qui parle donc des énergies renouvelables et notamment des biocarburants. Pour le moment, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que le bio-GNV est bien vu comme un biocarburant de deuxième et troisième génération. Il faut bien s'assurer que dans la directive qui va être adoptée, ce soit le cas et que le bio-GNV soit bien intégré comme biocarburant avancé en termes d'objectifs. Donc là aussi, on a certainement au niveau européen un levier pour favoriser le bio-GNV. Il faut l'avoir aussi dans le radar en plus de la directive véhicules propres dont parlait tout à l'heure Vincent. D'accord. Merci. On avait une question. Oui. Bonjour, Jess Donado de TIGF. Comme l'a expliqué ce matin Dominique Mocli, TIGF avec donc un objectif d'avoir un bilan environnemental positif à plus ou moins moyen terme pour 2025. On a donc inscrit une politique de suppression du diesel sur l'ensemble de notre parc transport. Et pour ça, on a lancé un appel d'offres. Et dans un appel d'offres pour remplacer progressivement nos véhicules. Et on se retrouve confronté avec un marché pauvre, une offre pas très riche en France. Certains concessionnaires nous ayant même demandé si GNV était une ville française. Voilà, la question c'est, dans les associations que vous représentez, y a-t-il des contacts avec les constructeurs, voire les réseaux de commercialisation français, puisque certains modèles existent, sont développés et commercialisés en Espagne, en Italie, en Allemagne, mais pas en France. Et on se demandait quels moyens, quels leviers pour développer ça, pour faire évoluer le marché. Alors, qui veut répondre ? Oui, effectivement, c'est pas facile de trouver un véhicule à gaz en France. Il y a quand même, je pense qu'on a à peu près les mêmes flottes. Donc sur les flottes inférieures à 3 tonnes 5, il y a à peu près une trentaine de modèles en Europe. Donc c'est pas non plus
elle est quand même un petit peu fournie. Mais il y a des constructeurs qui ont l'offre, mais qui la commercialisent pas en France parce qu'il n'y a pas les stations et ils n'ont pas envie de lancer la grande machine avec formation des garagistes, etc. Donc, pour autant, nous, alors là, pour le coup, on a fait un appel d'offres également et on a eu des retours de constructeurs, notamment allemands, qui nous proposaient des véhicules. Donc, les choses tendent à bouger un peu, mais ça va être long. Et encore une fois, c'est le réseau de stations. C'est-à-dire que moi, j'ai posé la question à Audi, par exemple, pour une Audi, qui a une offre qui commence à être un petit peu fournie, donc il a évidemment lancé sa commercialisation. Vous roulez en Audi chez GRT Gaz ? Non, c'est un exemple parmi d'autres. Non, ah bon ? Mais je suis aussi en relation avec eux par NGVA, mais indépendamment de la flotte de GRT Gaz, évidemment. Il a lancé sa commercialisation en Suède. Voilà, il y a 100 stations, en plus il y a 70% de biométhane dans le mix GNV suédois, donc magnifique. Ils ont fait la Belgique. La Belgique a quasiment plus de stations que nous. Hein. Ils en avaient 0 il y a à peu près 4 ans. Et la France, eh bien, non, tant qu'il n'y a pas de réseau digne de ce nom, aucune commercialisation possible. Donc, ces constructeurs-là estiment que c'est pas à eux, finalement, de mouiller la chemise pour que ce réseau arrive et que c'est plutôt au constructeur national qui, voilà, le marché domestique, qui fera en sorte que les réseaux arriveront. Donc, et pour répondre à votre deuxième partie de question, sur les deux constructeurs, il y en a un qui s'intéresse, mais voilà, c'est long et fastidieux. Ça finira par arriver, mais il faut bien comprendre que les constructeurs automobiles aujourd'hui, ils sont vraiment sur l'inertie de la réglementation. On va passer la parole à GRDF parce que eux, ils roulent en Punto, donc. Oui, c'est ça, voilà. Donc non, mais on va pas avoir forcément une réponse extrêmement positive puisqu'on a effectivement un appel d'offres là en début d'année et en gros, il y a un constructeur qui a bien répondu et le reste a fait oups, on n'a pas vu. La prochaine fois, on essaiera de répondre. Oui, c'est un constructeur italien, forcément. Il y a toute la gamme. Et puis alors nous, en plus, on a une spécificité pour certains usages avec une couleur très spécifique, la couleur GRDF d'intervention. Et donc là, même le constructeur italien, il y a quand même des véhicules, ils peuvent pas le mettre à cette couleur-là parce que ça ne fait pas suffisamment de véhicules. Donc on pourra rediscuter, si vous voulez, tout à l'heure de la flotte de véhicules et les rebondissements et les difficultés. Une intervention d'Émilie qui va nous dire que vous pouvez aussi rouler au GPL. Entre autres, mais je rejoins tout à fait ce que dit Vincent. Le cas du GPL est que pour le coup, le GPL est un réseau très développé en France et pourtant l'offre commerciale de véhicules n'est pas aussi développée qu'en Europe. C'est-à-dire que même les constructeurs, pour le coup, français, fabriquent des véhicules GPL, mais les commercialisent dans tous les pays, sauf en France. Maintenant, ça commence à évoluer un peu avec Fiat, avec Dacia, mais il reste bon nombre de véhicules qui ne le sont toujours pas en France. Et là, on rejoint en fait l'importance du signal des pouvoirs publics, puisque quand on va voir les constructeurs nous disent pour nous c'est pas très compliqué, on les fabrique, c'est juste une question de stratégie commerciale. Si les pouvoirs publics nous envoient un signal positif, on croit dans les solutions gaz, là on les importera et on les fabriquera même en France. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir toute cette série d'incitations, y compris dans la communication. Pas forcément, encore une fois, par des incitations financières très élevées, mais simplement dire que les solutions alternatives comprennent à la fois la mobilité électrique et gaz. Là, ça enverra le signal positif auprès des constructeurs qui se mobiliseront pour commercialiser leurs véhicules en France. Merci Émilie. Bien, après cette séquence catalogue véhicules, je vais revenir à nos deux invités professionnels, je ne vais pas dire organisation professionnelle, Philippe, et nos deux opérateurs professionnels. Donc chez la FCD, alors aujourd'hui c'est un peu plus avancé que dans le transport de voyageurs par autocar parce qu'il y a déjà une offre de véhicules qui est certainement plus importante que sur le véhicule léger et l'utilitaire léger. Et donc comment ça se développe aujourd'hui, Jean-Philippe, chez les adhérents de la FCD ? Alors c'est le GNV ou bio-GNV se développe plutôt très bien. C'est encore une fois, sans opposer les technologies, mais c'est vraiment le choix que la plupart de nos adhérents ont fait pour accéder notamment au commerce de centre-ville. On le comprend bien. Donc plusieurs centaines de véhicules, effectivement, qui vont du 44 tonnes, comme disait Véronique, pour par exemple les hypermarchés, mais qui peuvent descendre jusqu'au VL et donc qui peuvent toucher le B2C et l'e-commerce aussi. Donc c'est aussi un des intérêts de cette technologie, vu de notre fenêtre, c'est qu'elle permet d'être quand même assez large, y compris en termes de typologie de matériel, même si j'entendais parfaitement votre point. Les enjeux pour nous autour de ça, là maintenant, ils sont, mes collègues l'ont dit, les points d'avitaillement,
une fois que j'ai coché la case finalement du matériel qui de ce point de vue-là est plutôt clair, les points d'avitaillement avec de véritables enjeux, comme vous l'avez dit, sur le transport de voyageurs. Il faut qu'on arrive à le faire ensemble, à mutualiser nos stations. Donc la plupart de nos adhérents dans les stations qui sont mises en œuvre avec des partenaires que vous connaissez comme Engie ou Air Liquide par exemple, sont des stations publiques avec un véritable objectif finalement de massifier la distribution et d'augmenter la consommation. Ça peut être fait avec des différents acteurs de la FCD, mais c'est aussi intéressant de l'imaginer avec des acteurs du transport de voyageurs. En vous entendant échanger tout à l'heure, je me disais, nous on a une majorité de nos livraisons, par exemple, qui se passe la nuit. Le transport de voyageurs, pour partie, c'est un peu plus le jour. Enfin, et on est dans un certain nombre de cas en flotte aussi captive. Donc il y a de véritables enjeux à synergiser les points d'avitaillement. Donc voilà globalement une bonne réponse à notre modèle de distribution. Bon, voilà quelque chose d'encourageant. Et puis on le constate tous les jours, de toute façon, avec les différentes marques de distribution qui démarrent sur le GNV, dont par pudeur tu n'as pas parlé, Carrefour notamment, qui se veut un des leaders dans le déploiement de sa flotte. Et donc je voudrais repasser la parole à Philippe, qui vient de loin, il vient du Finistère. En avion, c'est 1h30, donc voilà. C'est pas si loin que ça. C'est tout près. Mais bon, voilà. C'est vrai que je serais venu en car, c'était un peu plus long, c'était un peu plus compliqué. Et alors, donc, tes mots de conclusion, Philippe, par rapport à tout conclusion, ça. Pour dire que nous, le groupement, on est très attentif à cette transition énergétique. On travaille, on a même créé un groupe de travail transition énergétique avec Émilie, d'ailleurs, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, elle pilote ça en main de maître. Donc, on a rencontré tous les faiseurs, aussi bien les constructeurs que GRDF, que tous les acteurs du gaz, on les a rencontrés. Donc, d'ailleurs, et pour vous dire, on vous donne rendez-vous du 10 au 12 octobre, je crois. Il y a les rencontres nationales du transport public qui ont lieu à Marseille, où on aura un stand en commun, je crois, avec le GRDF. Donc voilà, c'est pour dire que le gaz et nous, on n'est pas mariés, mais on est presque fiancés. Bon, merci beaucoup, Philippe. Merci aux intervenants d'avoir participé à cette table ronde. Je voudrais signaler juste une chose, parce que entre gens de bonne compagnie, on ne parle jamais d'argent, mais la grande distribution ne fait jamais quelque chose qui lui coûte cher. Et donc, quand il passe au gaz, il faut que ça se fasse à coût identique, c'est ça ? C'est vrai que j'aurais pu en parler, tu as raison. Un des enjeux qui a fait aussi qu'on est allé, plusieurs de nos adhérents sont allés sur cette technologie, c'est la proximité en termes de coût, pour pas dire la compétitivité dans certains cas en fonction de nos adhérents, avec le modèle diesel. Et au-delà de la souplesse, je vais pas revenir sur les différents points qu'on a mis en avant, l'aspect coût, notamment qui se traduit après finalement dans le prix de nos produits en magasin, est un enjeu aussi déterminant dans le choix de cette technologie. On n'en a pas forcément parlé là, mais pour être aussi très concret, alors il y a l'aspect coût de livraison, et il y a de toute façon l'aspect environnemental dans lequel toutes les villes sont entrées. On a tous en tête de manière très concrète, par exemple, que dans Paris, à la fin de cette année, ça sera moins 50% de véhicules diesel, et en 2020, ça sera 100%. Donc pour la plupart de nos adhérents ayant un certain nombre de magasins dans Paris, pour parler de manière concrète, il était important aussi d'avoir une solution nette et propre pour le coup pour opérer nos livraisons, sachant que c'est plusieurs milliers de palettes qui rentrent dans la ville au quotidien, donc il fallait une solution aussi opérable de manière massive. Voilà. Oui, et pour donc conclure cette table ronde, moi je voudrais aussi remercier les opérateurs de stations, les énergéticiens. Tu en as cité 2, mais j'en vois d'autres dans la salle. Il y a Gaz Natural Fenosa, il y a Endesa aussi qui est là. Et toutes ces opérations, en fait, ce sont des acteurs privés qui investissent, donc qui donnent une certaine robustesse au modèle aujourd'hui. Et ça me paraît vraiment essentiel. Et j'espère qu'on trouvera la même robustesse avec la filière du transport de voyageurs. Mais quand on voit aujourd'hui le déploiement des stations qui se fait pour le transport routier de marchandises, ces stations, elles vont ouvrir les bras au transport de voyageurs. Et donc on n'attend que ça. Et il y a des projets de stations d'ailleurs dans le Finistère qui devraient voir le jour. Et donc je pense que tout ça devrait... Tu vois ça à quel horizon, par exemple, le déploiement dans le Finistère d'autocars au gaz? Des bus, il y en a déjà. Tu veux parler du Finistère? Alors, j'ai rencontré la ville de Brest parce que je suis exploitant à 25 km de la ville de Brest. Donc, j'ai été les voir pour savoir quelle était leur politique environnementale dans l'achat de leurs véhicules.
Alors j'ai compris avec eux, bon, je ne sais pas si vous avez à Brest, mais à Brest, c'est une particularité, il y a un tramway et il y a un téléphérique. Mais ça, c'est l'électricité. Oui, ce matin, je suis parti, il fonctionnait. Donc, mais voilà, bon, voilà, quand on est les premiers, on essuie un peu les plâtres pour les autres, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, ils m'ont dit que, voilà, que l'Hyperstrand serait normalement en transport électrique, et par contre, ben, toutes les autres lignes, voilà, il y en a 26, il y en aurait 4 en électrique, et les 22 autres, normalement, devraient passer en GNV. Donc, ça veut dire que, voilà, la ville de Brest aussi va travailler aussi sur la création ou la construction d'une station gaz. Bien, encore merci. Ben voilà, on a terminé. Je ne sais pas s'il y avait une question pour finir. Ah oui, si, il y en a. Non, à côté, voilà. Oui, bonjour, Pierre Dagnac, TIGF. S'il y avait possibilité de revenir sur la slide des perspectives jusqu'à 2030 du parc dernière slide que nous avons projetée avec la courbe qui précise le nombre de véhicules. Est-ce que c'est possible en régie? Oui, la question c'était quoi en attendant que ça arrive? On voyait en 2016 de mémoire un nombre de véhicules légers qui était comparable, voire supérieur au nombre de bus, de l'ordre de 2000 sur l'état 2016. Et on voit disparaître après le parc véhicules légers, sauf en 2030 où on le voit apparaître légèrement. Alors est-ce que cette catégorie-là a été fusionnée avec les véhicules utilitaires? Oui, alors véhicules légers, véhicules utilitaires légers, on a tendance à les mettre ensemble, c'est-à-dire le strictement inférieur à 3,5 tonnes. Là, on est à peu près sur 16 000, donc je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Actuellement, à fin août, on est à peu près à 16 000 véhicules en France. Et donc, on doit avoir 3 000 bus. Nombre de bennes à ordures a largement augmenté, on est à 1008. Et en véhicules légers, véhicules utilitaires légers, si je somme les deux, on est à peu près à 10 000. Effectivement, sur le trend, alors ça augmente, hein, mais c'est essentiellement les véhicules utilitaires qui vont augmenter. On est vraiment sur l'esprit cette stratégie en fait de développement de véhicules, c'est essentiellement sur le véhicule lourd et l'utilitaire, flotte captive, etc. Moins sur le véhicule léger. Évidemment, il y a TIGF, GRT Gaz et GRDF qui sont là pour développer leur flotte, et heureusement, parce que ça fait finalement quelques véhicules légers sur les quelques milliers. Mais du fait du manque de réseau, enfin du fait du manque de stations. Du fait du manque de stations. Ce qu'on n'a peut-être pas très bien expliqué, c'est pourquoi, enfin, le véhicule lourd en fait permet de faire émerger les stations, parce qu'il faut, les opérateurs de réseau vont se lancer à partir de 20-30 véhicules lourds qui consomment, qui font un certain nombre de kilomètres de réseau. Il faut que je multiplie par 20 pour avoir l'équivalent en quantité, en consommation, pour faire émerger une station avec du véhicule léger. Donc il nous faudrait globalement 400 véhicules utilitaires légers, véhicules légers, pour que des opérateurs se disent banco, j'y vais, je construis la station. Donc c'est vrai que nous, avec nos petits véhicules, encore une fois, vos flottes, nos flottes, ça suffisait pas pour faire émerger des stations publiques. Alors je ne parle pas des petites stations privées pour les propres besoins des uns et des autres, on parle bien de stations publiques. Et donc ce qui permet de faire émerger les stations en ce moment, c'est ce que vient d'expliquer la Fédération du commerce et de la distribution, c'est ce que vient d'expliquer le réseau Réunir, c'est bien des véhicules lourds qui vont faire émerger les stations. Et après, les véhicules légers viendront s'avitailler et on commencera à avoir un maillage intéressant. Donc c'est pour ça que dans la trajectoire, on va avoir essentiellement du véhicule lourd et au fur et à mesure des véhicules utilitaires légers, le curseur va descendre. D'accord. Et en complément de ces perspectives-là, est-ce que vous avez une idée de ces perspectives-là sur le GPL qui bénéficie d'un réseau existant? Vous pourriez répéter votre question? Non, par rapport à ces perspectives sur à la fois le parc utilitaire et professionnel sur le GNV, qui lui, pour l'instant, manque, et en tout cas est en développement d'un réseau. Le GPL, lui, a un réseau qui est existant. Et est-ce qu'on a ces perspectives-là sur les flottes de véhicules, qu'elles soient professionnelles ou pour les individuels, sur les années à venir? Ce qu'on constate, c'est que la demande est là, aussi bien de la part des collectivités que des particuliers. Encore une fois, il s'agit vraiment d'une question de disponibilité de l'offre et de modèle de véhicules
sur le marché. Donc, à partir du moment où il y aura cette disponibilité, effectivement, le marché pourra croître et répondre aux besoins des différents acteurs. Ce qu'on constate également, c'est que dans le cadre de la loi de transition énergétique, les pouvoirs publics ont instauré une définition des véhicules à faible émission. Les collectivités publiques et certaines flottes privées sont soumises à des obligations d'achat de véhicules dits à faible émission dans une certaine proportion. Le fait est que pour le moment, cette définition réduit le choix aux véhicules de moins de 20 grammes de CO2, si je ne me trompe pas. Je me tourne vers Vincent, si moins de 60 grammes, exactement. Donc ça réduit quand même finalement le choix aux véhicules soit hybrides, soit électriques. Donc il faudrait qu'en fait qu'il y ait une sorte de cohérence entre les différentes politiques publiques, aussi bien le système critère qui définit un véhicule gaz comme un véhicule peu polluant, les véhicules pour les flottes, pour permettre justement le développement de la mobilité gaz auprès des différentes flottes. Bien, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir été attentif tout au long de ce débat. J'espère que ça vous a apporté un panorama sur le développement de la filière du GNV et tous les enjeux qui vont avec dans le transport routier. Alors pour nous, c'est le transport terrestre. D'autres à l'AFG s'occupent du transport maritime et fluvial, qui est aussi qui va connaître un développement assez fort avec le GNL. Voilà, mais ça sera peut-être l'occasion d'une table ronde une autre fois.